Yves Pigneur, bonjour. Bonjour, C'est un vrai plaisir de vous recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. merci pour votre invitation. On va parler innovation, business model Canva, bien sûr, Oui. et proposition de valeur. Mais avant ça, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement? Oui, j'ai été professeur à l'Université de Lausanne depuis 35 ans, non 40 ans, mais je suis maintenant professeur honoraire. Mais depuis une douzaine d'années, j'ai développé une activité de conférencier, donc on bouge pas mal, principalement en Asie et au Canada. Euh, et puis on s'est déplacé aussi en famille à 3 occasions, une fois à Atlanta, une fois à Vancouver, une fois à Singapour. Jolie expérience en famille. Et aujourd'hui en Suisse. Et aujourd'hui en Suisse, avec pas mal de déplacements encore. On a bien sûr envie de faire un petit retour sur cette aventure du business model Canva. Peut-être quelques mots. Oui, c'est une aventure qui a commencé il y a 25 ans avec Alex. Et on est toujours ensemble, on travaille toujours ensemble, on développe pas mal de concepts. On habite dans la même rue, donc on se voit très souvent. J'étais avec lui ce matin pendant 2 heures. Et ça a commencé comme ça. Il y a 25 ans, j'avais imaginé qu'il fallait un autre outil que le business model plan pour aider les entrepreneurs sur notre campus, ingénieurs ou scientifiques et PFL, à exprimer leur futur business. Avec 9 questions qui ont été transformées avec Alex, avec ce qu'on a appelé une ontologie de modèle d'affaires, un travail plus académique, la thèse d'Alex. Quelque temps plus tard, le business model Canva, dont on reparlera peut-être, donc une feuille de papier en 9 blocs pour décrire son futur modèle d'affaires. Puis c'est devenu un livre, Business Model Generation, 2 autres livres, dont on reparlera à propos de proposition de valeur. Et avec une explosion, on pense que le business model Canva a été descendu des millions de fois et est utilisé par des entrepreneurs, évidemment, start-up ou incubateurs. Mais ce qu'on a vu depuis maintenant 5-6 ans, c'est aussi les grandes entreprises ou les PME qui adoptent cette façon-là quand ils envisagent des activités d'innovation. Alors, c'est vraiment un succès international. C'est une fierté de la Suisse aussi. Est-ce qu'il y a un secret Je pense qu'il n'y a pas de secret. Je pense qu'on avait un beau concept ou de belles idées. Elles sont arrivées au bon moment, à une occasion où on parlait plus d'entrepreneuriat, de start-up, de lean start-up. Et j'imagine que ça a joué un rôle, la conjonction des deux, ou l'arrivée des deux. Et donc voilà, ça n'a pas été anticipé, le succès qu'on connaît maintenant. Mais je pense que voilà, on avait quelque chose d'assez solide. Et tout à l'heure, on a parlé un peu d'anecdotes. Quand il y a 1 an ou 2 après la mise sur le lancement de Business Model Generation, il y a un journaliste suisse qui m'appelle et qui dit « Tiens, est-ce que vous pouvez me dire 2 mots sur le Business Model Canva? C'est une invention de Stanford, ou en Californie. » Je dis écoutez, je pense que ça a été développé ici. Donc il n'imaginait pas qu'on avait développé cet outil ici à Lausanne avec Alex. Magnifique. Là, ça a été écrit noir sur blanc. Voilà, non, ça n'a pas été écrit, bien sûr. Il s'est repris et il a communiqué dans La un autre vérité sens. a été écrite. Peut-être juste en une phrase, et comme ça pose le contexte. C'est quoi pour vous innover? C'est faire du neuf. Je pense c'est venir avec quelque chose qui n'a pas encore été fait. Alors, souvent, dans les entreprises, l'innovation, elle est pensée en termes de nouveaux produits, nouvelles technologies, recherche et développement. Et nous pensons que quand on dit faire du neuf, ça peut être aussi une innovation par les modèles d'affaires. Ça peut être quelque chose qui vient du fait que je ne fais pas tout à fait comme les autres et ça correspond à certains besoins de certains clients et je peux commencer à envisager d'en faire une entreprise et d'essayer de croître, de survivre. Justement, modèle d'affaires, je sais que vous avez beaucoup réfléchi et surtout expérimenté tout ce qui concerne la proposition de valeur. Qu'est-ce qu'englobe cette proposition de valeur? Alors, la proposition de valeur, ça va être l'offre que l'on fait à des clients, mais aussi qui leur donnent de la valeur, qui ont l'impression que pour eux, ça fait du sens. Donc ça veut dire aussi les bénéfices pour eux. Et quand on dit bénéfices, il y a 2 grandes familles de bénéfices. Il y a des bénéfices qui vont montrer qu'on peut réduire certains problèmes ou certaines peines ou certaines douleurs que le client avait ou a. Mais on peut aussi avoir ce qu'on a appelé des créateurs de gains. Donc des antidouleurs, des créateurs de gains. Et les créateurs de gains, c'est-à-dire il y a des attentes qui sont là, qui sont plus ou moins évanescentes. Et puis les gens disent « Ah tiens, c'est bien d'avoir ce truc-là et je serais intéressé par… » Voilà, ça c'est la proposition de valeur. Donc les produits-services bien sûr, et puis les antidouleurs et les créateurs de gains qui vont correspondre à des attentes des clients ou à une réduction de leurs douleurs, de leurs angoisses, de leurs problèmes.
Est-ce qu'aujourd'hui, donc voilà, en 2024, est-ce qu'il y a des grands défis qui sont communs aux entreprises dans la recherche de cette proposition de valeur? Ah oui, bien sûr. Euh, alors, les entreprises, je vais faire une différence, elles gèrent leur exploitation. Et ça, généralement, elles savent bien faire. Elles ont des cadres qui sont formés, elles font ça depuis longtemps. Et puis, elles peuvent quand même aussi faire de l'exploration, faire de l'innovation, qui peut être de plusieurs natures. Soit, effectivement, améliorer l'efficacité de l'opérationnel, de l'exécution, mais ça peut être aussi quelque chose pour rénover, pour transformer la proposition de valeur, ou venir avec de nouvelles propositions de valeur, ou carrément des transformations, des innovations de rupture. De dire, je vais faire quelque chose qu'on n'avait pas encore fait chez nous, ou qu'on n'a pas encore fait à l'extérieur. Et dans ces trois domaines-là, la proposition de valeur, j'essaie de l'améliorer un petit peu, de la transformer, ou carrément de créer une proposition de valeur à l'intérieur d'un modèle d'affaires assez fondamentalement différent. Et la problématique que vous me demandez, oui, c'est compliqué pour une entreprise de faire les deux, de ce qu'on appelle parfois être dual ou ambidextre, d'être bonne à l'exécution, évidemment, c'est ce qu'elle doit faire, c'est ça qui ramène l'argent, mais d'avoir quelques compétences aussi pour imaginer le futur ou imaginer des transformations un peu plus à moyen ou à long terme. Quand vous êtes arrivé avec votre nouvelle approche, avec ces 9 points, je sais pas, blocs. voilà, est-ce que c'était vraiment dirigé aux dirigeants, d'entreprise, ou est-ce que tout le monde en fait peut s'approprier le modèle Business Canva pour résoudre ou innover? Ah oui, je pense. Mais initialement, comme je l'ai expliqué, il a été développé pour les individus entrepreneurs sur notre campus. Donc vraiment en pensant comment vous décrivez votre futur business, qui sont vos clients, la proposition de valeur, le modèle de revenu, les ressources. Et ça peut servir pour aider à créer une future entreprise, mais ça peut aussi être utilisé pour décrire une entreprise existante, pour examiner les forces et faiblesses de cette entreprise sur les 9 composants, pour dire qu'est-ce que je vais vouloir changer pour améliorer les choses, ou carrément transformer pour aller plus loin. Et donc, c'est un outil pour moi, une sorte de langage commun qu'on peut parler dans l'entreprise ou entre l'entreprise et ses partenaires ou ses clients ou ses partenaires. Donc voilà, c'est un langage commun, c'est une notation visuelle, dans notre cas, commune. Et l'approche est également identique, que ce soit pour de l'innovation produit ou de l'innovation de service ou de modèle d'affaires? Oui, alors justement, c'est pour ça qu'on a développé le deuxième outil, qui est l'outil de proposition de valeur, qu'on a appelé Canva de proposition de valeur. C'est parce qu'au début, on a commencé avec les 9 blocs. C'est un peu l'histoire complète de l'entreprise. Puis on a constaté que le bloc du milieu, qu'on appelait la proposition de valeur, était surdéveloppé par les gens qui utilisaient le business model Canva. En fait, ils prenaient ça pour décrire tous les features, tous les gadgets de la proposition de valeur. Et on s'est dit, stop, ça c'est déséquilibré. Donc on va faire un zoom sur la proposition de valeur, on va les aider à construire, décrire leur proposition de valeur et de voir comment elle fit avec les attentes des clients. Et puis, une fois qu'ils auront fait ça, ils vont refaire un zoom out, ils vont remonter dans les 9 blocs parce que selon les composantes de la proposition de valeur que je vais vouloir offrir, je vais devoir changer des choses dans les canaux de distribution, dans le modèle de revenu, dans les ressources dont je vais avoir besoin. Et donc, pour nous, c'est 2 outils qui s'intègrent les uns avec les autres, l'un avec l'autre. Dans les grandes étapes de l'innovation, on part en fait avec ce business model Canva. Quelles sont les grandes étapes ensuite pour arriver jusqu'à la réalisation? Oui, bien. Alors on a imaginé 2 grandes familles d'étapes. La première, c'est celle qui est focalisée sur le design, que je peux faire à l'intérieur du bâtiment, de l'université, de l'incubateur, de l'entreprise, où on va faire du brainstorming, de l'idéation, du prototypage, de l'évaluation, de la réflexion. Et ça, c'est un monde. On est en pleine croissance, on brainstorm, on vient avec les idées les plus folles, on les supprime, on les enlève, on en revient avec d'autres. Deuxième famille de techniques ou d'étapes, c'est celle du testing, de l'expérimentation. Et là, on peut distinguer aussi 3 outils principaux. C'est d'extraire des hypothèses, de dire ce modèle d'affaires ne marchera que si telle hypothèse est vraie, donc je crois que. Puis on va utiliser des techniques d'expérimentation, et on en a développé quelques dizaines, et en fonction de ça, on va apprendre des choses. Et ces 2 mondes, design, testing,
c'est en fait un processus itératif. On teste, ça marche, on continue à tester. Ça ne marche pas, on revient sur du design. Et on dit, il faut changer quelque chose dans la proposition de valeur ou dans le business model. L'hypothèse n'était pas validée par les tests, on n'a pas d'évidence que c'est bon, donc il faut recommencer. Et on fait un peu de testing, un peu de design, un peu de testing, un peu de design. Et donc, c'est des étapes beaucoup moins strictes que dans une gestion de projet un peu traditionnelle pour l'exécution ou une gestion d'amélioration de processus. Donc, c'est vraiment un processus assez chaotique et qui est toujours du design, du test. Et dans le design, 3 étapes, idéation, prototypage, évaluation, et de l'autre côté, hypothèse, expérimentation, apprentissage. Et une fois que j'ai réduit le risque, une fois que j'ai pu montrer qu'à peu près toutes mes hypothèses étaient validées, je peux aller plus loin. Donc, soit je lance l'entreprise, soit je vais au sprint suivant pour aller un peu plus loin, en passant de la découverte vers la validation, puis l'accélération. Voilà, je pense, c'est un monde très cyclique comme ça. Voilà. Ce cycle, il peut durer combien de temps? C'est aussi varié. Alors, ce qu'on essaie de faire justement avec Alex, c'est de montrer qu'il est possible de faire des cycles assez courts, donc peut-être 3 mois, 12-15 semaines, quitte à en enchaîner un peu plus, donc 1 ou 2 supplémentaires, quand on est arrivé à réduire le risque. Donc au début, on va faire peut-être une douzaine de semaines pour tester les modèles sur base de l'acceptation des clients. On va reparler de l'adéquation proposition de valeur aux attentes des clients. Ça, on va faire. Et puis on dit, ok, il semble que c'est vraiment une attente de la part du client, j'ai une bonne proposition de valeur, on peut aller plus loin. Et on va peut-être refaire un deuxième cycle de aussi peut-être une dizaine, douzaine de semaines pour tester, est-ce que j'ai les ressources, est-ce que j'ai le partenaire qu'il faut pour, est-ce que les clients sont prêts à payer pour ça, et je vais tester peut-être le modèle de revenu le plus adéquat pour aller plus loin. Et si tout va bien, je vais avoir un peu plus de moyens pour aller plus loin, aller dans une phase d'accélération où je commence à avoir des clients et puis je montre que mes idées de départ sont confirmées, ne sont pas confirmées. Donc plutôt des étapes assez courtes parce que le pire c'est d'avoir des projets zombies dans une entreprise, c'est-à-dire des projets, on dit j'ai un projet, il dure depuis 2-3 ans, c'est l'innovation. Ben non, c'est pas possible, ça, on ne peut pas faire 3 ans sur un projet d'innovation, il faut l'arrêter. Et c'est une des règles qu'on s'est donné qu'on a détecté avec Alex, c'est de dire il faut avoir dans une entreprise des techniques pour tuer des projets. Une entreprise qui n'a pas mis au point quelque chose pour savoir quand j'arrête un projet a un problème avec l'innovation. C'est un des aspects, il y en a d'autres. Au niveau des entreprises, on a un petit peu on va un peu rapidement en pensant que les grandes entreprises peuvent mieux innover. Qu'en est-il des PME? Est-ce que c'est juste le fait qu'il y ait moins de projets et un peu moins de testing, ou est-ce qu'en fait on a la même capacité d'innovation? Je vais contester peut-être un peu la première partie. Je ne suis pas sûr que les grandes entreprises aient beaucoup d'atouts pour innover. Elles ont quand même beaucoup de difficultés. Elles ont des difficultés qui leur sont propres aussi, et notamment le jeu politique qui se joue dans les grands groupes et tout ça, et donc ils sont un peu contre l'innovation, leur peu d'appétence pour le risque ou la prise de risque. Et tout. Donc je pense que c'est pas facile. Mais par contre, elles ont plus de moyens, ça c'est vrai. Alors la start-up, la PME, donc la PME a vraisemblablement moins de politique et moins de contraintes de blocage, mais par contre, elle a moins de moyens à disposition pour envisager l'innovation. Il y a quand même quelque chose qu'on a observé. Si dans un grand groupe, pour faire aboutir une dizaine de projets en exécution, il faut à peu près une centaine de projets qui ont été mis dans l'entonnoir de l'innovation. Pour une PME, c'est peut-être quelques projets, maximum une dizaine, pour en faire aboutir un. Le ratio elle-même, c'est à peu près 1 pour 10, mais c'est vrai qu'avec moins de projets dans la PME. Mais l'état d'esprit et le développement d'une culture d'innovation, à mon avis, est à peu près le même des deux côtés. Il faut que la direction de la PME ou du grand groupe soit conscient que l'innovation est un enjeu, qu'ils y passent du temps, qu'ils y donnent des moyens. Il faut des deux côtés donner un peu de légitimité aux projets d'innovation, pas uniquement des moyens, mais leur dire vous avez le pouvoir de vous tromper, vous avez le droit de vous tromper, pour l'exploration, évidemment pas pour l'exploitation. C'est la même chose des deux côtés. Il faut savoir arrêter des projets et il faut avoir des techniques de développement dans ces processus d'innovation qui ne sont pas ceux
du management classique. Dans l'exploitation, en général, on sait faire, il y a des techniques, c'est les managers, c'est les dirigeants, ils ont l'expérience pour le faire, et l'expérience pour le faire. Pour l'innovation, c'est un métier différent, donc il faut arriver à maîtriser des techniques, des compétences différentes, et voilà, elles s'enseignent, elles s'apprennent. Je pense qu'il faut être conscient que pour bien faire l'exploration, l'innovation, c'est un métier. Il y a moyen de le traiter comme un métier, peut-être un nouveau métier ou un métier moins courant que celui qu'on a dans l'exploitation, parce qu'on sait gérer des entreprises depuis pas mal de temps. Ouais, absolument. Est-ce que vous auriez quelques exemples concrets à nous partager, des projets que vous avez suivis qui vous ont vraiment marqué? Alors, oui, les projets dans le monde des startups, on a vu que quand même il y a maintenant des milliers de startups qui utilisent le business model Canva, le value proposition Canvas pour se développer. On a une entreprise en tête, OLED, qui fait un petit device médicaux pour les enfants pour prendre certaines mesures sans fil plutôt que les appareils traditionnels. Ils ont utilisé tous ces outils, à la fois le business model Canva, les outils de testing du Lean Startup. Et c'est une entreprise qui a été valorisée à 1 milliard quand ils sont mis en bourse après quelques années. Donc oui, bien sûr, il y a des gens, ça c'est dans le monde de la startup. Dans le monde de la grande entreprise, il y a des entreprises qui ont utilisé nos outils. Je vous ai mentionné une tout à l'heure dans le domaine industriel. Voilà, pour faire aboutir 19 projets à l'exécution, ils en ont traité 214 en 3 ans, avec 3 étapes justement. Une étape plutôt pour découvrir le problème, une pour valider, et puis une pour accélérer, et avec certains succès. On taira le nom. Ben oui. Maintenant, une chose, l'outil, ça reste un outil, donc chacun se l'approprie comme il a envie d'utiliser. Donc on a toujours évité d'être dogmatique dans la façon de dire il n'y a qu'une façon d'utiliser cet outil. Il y a des gens qui l'utilisent pour décrire leur entreprise, pour analyser leur entreprise, pour analyser une entreprise dont ils voudraient faire l'acquisition, pour analyser le financement des entreprises. Donc je pense que quand on avait fait une enquête il y a quelques années en arrière, on avait répertorié 14 usages du business model Canva que nous n'avions pas anticipé au départ. Au départ, on pensait que c'était pour aider à créer une nouvelle entreprise ou rénover, puis on a vu des usages différents. Il y a des gens qui utilisaient une société de développement logiciel allemande, donc vous aurez facilement reconnu, qui utilisait ça pour développer, pour comprendre le besoin du client et mettre le bon ERP à disposition avec les bons features. Etc. Donc voilà, on pensait que c'était un langage commun qui pourrait servir à des usages un petit peu différents. Justement, vous parlez d'outils et tout à l'heure, vous exprimiez le fait que chacun se l'approprie. Est-ce qu'il y a une bonne manière, enfin ce fameux nouveau métier, comment on forme ces accompagnants qui pourraient finalement orchestrer aussi l'innovation avec les bons outils? Oui, ça c'est une bonne question. Si on regarde un peu le monde universitaire, que j'ai connu quand même pendant quelques années, on est quand même fort focalisé sur l'exécution. Et là, on a une panoplie de cours qui forment les gestionnaires. On a un petit peu moins d'outils ou de cours ou de matières d'enseignement sur l'innovation, l'entrepreneuriat, mais si je regarde la photographie il y a 20 ans ou 25 ans et maintenant, ça a évolué. Donc on a des cours d'entrepreneuriat, on a des cours d'innovation ou de créativité. Donc je pense qu'il y a quand même eu une évolution dans le monde académique et dans le monde universitaire, c'est un aspect. 2, si vous regardez le nombre d'accélérateurs, incubateurs qui se sont développés un peu partout, c'est vrai en Suisse. Hier, j'étais en contact avec le Canada et j'y vais assez souvent. Il y a 160 incubateurs juste sur la province du Québec. Donc, je veux dire, c'est un monde quand même qui est en ébullition et on s'est rendu compte qu'il fallait former les gens. On pense que, il faut former les entrepreneurs, c'est une bonne chose. Et puis, on s'est rendu compte, que ce soit ici au Canada, qu'il faut aussi former les accompagnants ou accompagnateurs, comme on dit au Québec, de ces startups. Pourquoi? Parce que souvent, ces accompagnants sont des gens qui ont vécu dans le monde de l'entreprise existante, qui ont été bons managers, gestionnaires,
qui dit on va aider des startups ou les futurs entrepreneurs à faire mieux leur travail. Mais ils viennent avec des réflexes d'entreprise existantes. Or, le marketing que l'on peut faire dans une entreprise qui existe et un marketing dans quelque chose qui n'existe pas, qui est un organisme qui cherche son modèle d'affaires, c'est deux mondes assez différents. Donc, il y a aussi de la place pour former des accompagnateurs. Et voilà, c'est une des choses qui est un enjeu pour Strategizer, qui est la société qu'Alex a créée et qui forme des coachs ou des accompagnateurs. Au Québec, je vais retourner là samedi pour aller justement, en guillemets, faire un peu d'enseignement auprès d'accompagnateurs qui sont en fait des gens qui, eux, vont accompagner les startups ou accompagner les PME dans des processus de transition. On est sur une chaîne technologique, je suis obligée de vous parler d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'IA apporte à votre, au processus d'innovation et plus particulièrement à la méthode Business Model Canva? Alors, l'intelligence artificielle va être un moyen pour aborder beaucoup de choses peut-être. Et dans l'exploitation, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui communiquent là-dessus et vous avez des interlocuteurs récemment plus compétents que moi. Je reviens sur l'innovation ou l'exploration. Là-bas, on a quelques expériences en cours et on est assez conscient que ça va pouvoir servir, et on mène quelques expériences, quelques preuves de concept, où ça peut servir. Alors tout à l'heure, on a parlé qu'il y avait deux grands processus, le design et le testing. Dans les deux cas, on a des expériences pour aider au design avec voir comment l'intelligence artificielle peut aider le brainstorming, aider l'idéation, aider le prototypage, par exemple, aider le sketching, par exemple. C'est de faire des petites scénettes pour montrer à un client à quoi va ressembler le futur service qu'on essaie d'imaginer avec lui. Et on a un coach ici, Paris Thomas, qui a développé un petit logiciel avec l'intelligence artificielle où les gens, l'entrepreneur, avec et ou sans client, dit un peu ce qu'il a envie d'imaginer et ça va dessiner automatiquement les petites scénettes sur un petit, ce que nous on appelle des value scenes, donc des scènes de valeur pour représenter. Ça, c'est un aspect. Et puis pour la partie testing, on a un autre coach, auteur d'un livre aussi de la série Strategizer, David Bland, qui a imaginé d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider quelqu'un qui veut faire du testing de modèles d'affaires ou de propositions de valeur dans notamment la sélection des bons outils pour tester. On en a une panoplie de 42. Quel est le plus approprié quand on veut tester le modèle de revenu ou quand on veut tester le canal de distribution ou l'acceptation par le client. Et donc voilà, c'est un outil d'interfaçage, et d'aider l'entrepreneur à venir avec des décisions un peu meilleures. Donc ça, ces outils-là, ils sont là. Et on a un troisième, bien sûr, outil qui est dans l'usage de la plateforme d'Alex, Strategizer, pour répondre à des questions courantes que les entrepreneurs ou les coachs ou les innovateurs peuvent avoir dans l'usage de la plateforme. Donc voilà, 3 expérimentations en cours. Et il faudrait peut-être ajouter que le facteur humain reste fortement présent. Parce que pour utiliser ces outils-là en tant qu'entrepreneur, il faut être conscient que les techniques d'entrepreneuriat et tout ça, il les maîtrise quand même. Il peut se faire aider. Mais s'il n'a aucune idée ça vaut la peine de tester et de réduire le risque et qu'il ne sait pas comment faire, l'intelligence artificielle ne lui sera pas d'une aide. Donc ce n'est pas quelque chose qui, à mon avis, va remplacer l'entrepreneur. Et pourquoi ? Parce que autant l'entrepreneur, instamment, utilise des techniques, business model design, lean startup ou testing. L'entrepreneur, c'est pas que ça. L'entrepreneur, c'est l'enthousiasme, c'est l'endurance, c'est la résilience. Et tout ça, en fait, s'il n'a pas ces propriétés-là, l'intelligence artificielle a beau lui suggérer 3 solutions, il ne sera pas capable de dire « c'est celle-là que j'ai besoin, c'est celle-là que je vais tester, elle m'a montré que ça ne marchait pas, il faut en utiliser une autre ». Donc je pense que la compétence de l'entrepreneur, et compétences y compris sociales ou humaines, sont là, et c'est à ces conditions-là que l'intelligence artificielle sera un bon apport. Donc je le vois comme un outil d'aide à la conception et pas comme un remplacement. Alors que dans l'exécution, on peut envisager des remplacements au niveau des processus, au niveau du produit même ou de certains services. Je pense que dans la conception, c'est plus un outil de cerveau, conception assistée par ordinateur. Est-ce qu'au niveau de la créativité, l'IA pourrait un peu favoriser
cette créativité. Oui, notamment mais la c'est ce que partie j'ai idéation. mentionné tout à l'heure. Je pense que dans l'activité de design, on peut imaginer que l'intelligence artificielle fasse des suggestions dans l'idéation, dans le brainstorming, dans certains aspects du prototypage du modèle d'affaires, mais ça reste des suggestions. Regardez, un architecte qui utilise la CAO, son talent d'architecte, il est maintenu. Il peut s'aider d'un outil qui est plus ou moins adapté à ce qu'il a envie de faire et qui va lui faciliter la tâche dans ses interactions, dans ses simulations, dans le rendre attentif à des petits problèmes qui peuvent surgir. Et je vois l'intelligence artificielle au niveau de l'exploration, donc de mon monde, l'innovation, comme cet outil-là. Il réagit, il vient, il suggère, mais ce n'est pas un outil qui est là pour remplacer un processus, remplacer un procédé, remplacer une tâche, alors que dans l'exécution, ça peut peut-être l'être. Oui, plus dans l'automatisation, voilà. l'autonomisation. Donc, la Suisse est un pays plutôt prospère. J'avais envie de vous demander quelle était la proposition de valeur de la Suisse. je ne vais pas répondre à cette question parce que je ne suis pas un expert en sciences politiques, donc je ne peux pas vous donner. Mais s'il fallait dire un mot, oui. La Suisse n'a pas une proposition de valeur. Pourquoi ? Parce que la Suisse gère un portfolio de business model, selon qu'on s'adresse à ses citoyens, à ses étrangers, à ses visiteurs, à ses touristes, à ses entreprises, à ses communautés, à ses organisations non gouvernementales, à ses communautés. Les propositions de valeur vont être panoplie énorme. Donc, il faudrait regarder ce que correspond en termes de proposition de valeur pour l'ensemble de ces, non pas clients, mais bénéficiaires, parce que dans le domaine public, je pense qu'on parle plus en termes de bénéficiaires que de clients. Et donc, voilà pourquoi je ne répondrai pas. Ça nous engagerait trop loin. Il faudrait envisager 10-15 propositions de valeur et 10-15 façons de les mettre en œuvre dans pas un business model, mais une sorte de mission model, ou je sais pas. Peut-être pour une prochaine... Mais il faut rester à son niveau de compétence. Je pense que moi, je suis plus, avec Alex, on est quand même plus sur l'exploration ou l'innovation dans les entreprises, les startups, peut-être. Dans certains cas, les ONG, on peut aider une entreprise qui n'a pas un souci de profit, mais un souci de mission sociale ou environnementale. Et on a eu quelques jolis projets parce que je pense que les enjeux maintenant qu'on a dans la durabilité, l'impact environnemental qu'une entreprise peut avoir, est un problème d'innovation. Les entreprises veulent faire parfois avoir un bel impact environnemental et ou sociétal, mais elles ne savent pas comment faire parce que c'est l'innovation. Elles n'ont pas fait jusqu'à maintenant. Donc, quand elles veulent faire, ce n'est pas les techniques classiques du management qui va les aider à vraisemblablement adresser des impacts environnementaux, sociétaux. Je sais que vous avez voyagé aux 4 coins du monde. Vous partez d'ailleurs bientôt au Canada. Ouais. Est-ce que vous avez identifié des entreprises qui innovent le plus en termes de modèle d'affaires lors de vos voyages ou de vos expériences? Mais des entreprises, vous mentionnez Oui, plutôt oui, des... alors... Est-ce qu'il y a des modèles d'affaires qu'on applique chez nous ou qui s'appliquent ailleurs, qui sont un peu moins répandus chez nous, ou c'est plutôt quelque chose de très universel? Déjà, c'est assez universel. Il n'y a pas de recette dans le management. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins innovants, plus ou moins... Et des entreprises, on en a vu partout, très entrepreneuriales ou avec un certain succès. Une dont je vais parler, qui nous a vraiment scotché assez fort, c'est Ping An. C'est une société peu connue ici. C'est une grosse société d'assurance en Chine. Et c'est une entreprise en 10 ans qui a créé une sorte de moteur de croissance dans des domaines moins liés à l'assurance, dans le domaine santé, dans le domaine fintech, dans le domaine automobile, dans le domaine domotique, d'accord ? Et ils ont créé des nouveaux modèles d'affaires. Mais prenez dans le domaine de la santé, ils ont 300 millions de clients, d'accord, qui utilisent sur base d'un abonnement un accès à une médecine électronique à distance. Ils étaient 400e dans le classement des Fortune 500, donc les 500 plus grosses entreprises au monde. Ils sont 28e maintenant, après maximum 10 ans, 8-10 ans. Donc voilà, ça c'est spectaculaire en termes d'être capable de se réinventer, d'accord, et de sortir un peu de leur zone habituelle et donc d'aller dans d'autres métiers. Une société qui m'a particulièrement frappé, c'est Bombardier. Donc c'est une société qui se lance dans les années 50 parce que les routes ne sont pas dégagées au Québec et donc il y a M. Armand Bombardier imagine d'avoir des voitures sur chenilles
Et puis en 1960, le Québec décide de nettoyer ses routes. Donc il se lance dans les skidoo, dans les motoneiges et tout ça, avec un succès incroyable. Dans les années 70, il y a les Jeux Olympiques de Montréal, il y a un appel d'offres pour faire le métro. Il dit, moi je peux y aller aussi, ils vont faire le métro de Montréal alors qu'avant ils faisaient des motos sur la neige. Et ils vont faire une acquisition de société en Autriche pour avoir le savoir-faire. Et puis quelques années plus tard, avec Baudouin, un des beaux-fils, ils se lancent dans l'aviation, ils font une acquisition avec les Canadair et puis Learjet, ils se lancent dans l'aviation. Voilà, ils sont capables de se réinventer, sachant que, et ça c'est une phrase qu'on a avec Alec, un business model peut expirer comme votre yogourt dans le frigo. Mais vous ne connaissez pas la date de péremption, contrairement au yogourt. Et donc voilà, c'est des gens qui arrivent à se réinventer dans d'autres métiers. Je viens de citer un exemple chinois, un exemple canadien. Il y a des exemples chez nous aussi. On pourrait citer Ilti ou bien Nespresso, où Nestlé invente un modèle d'affaires qui n'était pas dans leur fonds de commerce. Comment la donnée numérique, mais on va dire la donnée de manière plus générale, l'exemple que vous donniez en Chine aussi, ça tourne autour de la donnée, ce qu'ils ont pu faire. Quel modèle d'affaires ça a apporté sur le marché et où est-ce qu'on peut aller encore plus loin avec cette donnée? Alors, deux choses. Oui, ça a donné des résultats. Il y en a certains qui ont fort exploité le big data. Et Ping An, la société d'assurance, c'était vraiment AI, big data. Donc c'est sûr que c'est un gros enjeu pour créer de nouveaux modèles d'affaires. Et l'intelligence artificielle vient compléter ça avec des facilités d'analyse grandes pour faire cette chose-là bien et puis essayer de développer des modèles d'affaires corrects. Maintenant, pour le futur, je vais éviter de faire des prédictions. On dit toujours faire des prédictions, c'est très difficile, surtout si ça concerne le futur. Donc voilà, je pense qu'on verra comment ça évolue. Et puis il y a des gens qui vont faire des choses bien, qui vont avoir la chance d'aller plus loin. On verra. On verra, je pense que c'est ça. Mais voilà, les gens vont... Il y a plein d'entrepreneurs qui ont plein d'enthousiasme pour essayer aussi d'imaginer des choses qui n'ont pas été faites avant ou pas de la même façon. Et c'est ce que vous avez posé comme question au départ. L'innovation, c'est d'imaginer des choses qui n'ont pas nécessairement été faites comme tout le monde. Parce que si je fais exactement la même chose que mes concurrents, forcément, ça va être très dur pour moi, soit de percer, soit de me développer, soit... Copier n'est pas innover, j'ai entendu ça dernièrement. Alors, c'est pas partiellement vrai. Je pense que copier n'est pas innover, mais comme disait Steve Jobs, copier, ça fait partie aussi du monde de l'innovation, parce qu'on peut très bien copier, améliorer, faire autrement à partir d'une copie. Et il y a des bons artistes qui ont été copieurs aussi. Donc l'innovation, c'est un mélange. Ouais. J'ai quand même envie de vous demander une anecdote marquante. Des anecdotes sur quelques années, j'en ai peut-être. J'imagine. Alors, une plus sérieuse. Quand je reviens en 94 des États-Unis, j'ai introduit un cours en première année d'HEC avec un semestre à peu près consacré aux outils d'Internet. Mes collègues qui m'ont pris pour un trois-quarts saut en disant, voilà, on introduit du gaming à HEC maintenant. Et puis ça s'est développé, on connaît l'histoire d'Internet. Une deuxième anecdote plus comique, un jour je prends un autostoppeur à Sion pour revenir vers Lausanne. Il rentre dans la voiture, c'est un jeune, je lui demande ce qu'il fait, il me dit, je fais HEC. Je dis, tiens, je ne le reconnais pas, mais il y a des grands auditoires. Lui ne me reconnaît pas non plus, donc je dis, vous avez ma collègue comme prof. Il dit, non, moi j'ai un certain Pignard. En fait, il était sans savoir, moi, avec cours, on était à la fin du semestre à peu près, donc il n'avait jamais mis les pieds à HEC, mais pour ses parents, il était à l'école en tout cas. Donc il était avec son professeur. Mais il était avec son professeur sans le savoir. Est-ce que vous auriez également envie de nous partager quelques recommandations de lecture, un livre qui vous a marqué ou une chaîne YouTube que vous suivez? À part les bonnes lectures comme Business Model Generation, Value Proposition, Design, via The Invincible Company. Mais je pense qu'il y a deux choses qui m'aident dans les réflexions. C'est les TED Talks, les conférences TED. Je pense que c'est un bel outil. Il y a beaucoup de déchets, évidemment, mais il y a quelques bijoux, quoi. Il y a quelques trucs qui sont vraiment super chouettes. Et notamment dans l'environnement, avec l'initiative de Countdown Summit sur l'environnement. Et puis peut-être, comme revue non-livre, Wired. Donc, parce que c'est un mélange de technologie, de société, de design, de réflexion, et c'est une lecture facile et puis qui remue un peu les ménages.
Génial, on mettra donc ces recommandations dans la description YouTube. Et puis enfin, la dernière question que je pose toujours, est-ce qu'il y aurait une personne que vous pourriez nous recommander, qu'on pourrait inviter sur la chaîne YouTube d'Alpacity? Bon. En Suisse, je pense qu'un des collègues que vous pourriez, il me semble, inviter, c'est Jean-Henri Morin à Genève, parce qu'il communique beaucoup sur le facteur numérique, l'évolution numérique, la transformation numérique, les retards de la Suisse. Il est un peu plus critique que moi, vraisemblablement. Et donc, ça sera quelque chose d'un peu plus tranché. Il a un franc-parler, exactement. Et il a un franc-parler, C'est une excellente idée. Yves Pignard, merci infiniment. Merci à vous. Et bon voyage au Canada. Oui, on part samedi.